Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les Boys du cinéma. J'espère que vous allez bien. Vous êtes en ma compagnie à ceux-là de nos collaborateurs sous peu. Aujourd'hui, les sujets, on va parler de la continuité de la phase 4 et pas n'importe laquelle. Dernier épisode, on a parlé des films de la phase 4 et maintenant, on parle des séries. Je vais être honnête avec vous, je ne suis pas le plus grand amateur de séries, mais nos collaborateurs, oui. Alors, on va parler de WandaVision, Faucon et de Soldats de l'hiver, Loki, les What If, Hawkeye, Moon Knight, Miss Marvel, She-Hulk. Oui, on va donner notre avis sur She-Hulk. Vous allez voir, c'est pas le plus beau. On va parler du film Black Widow, le film d'Halloween Werewolf by Night et le spécial Noël des Gardiens de la Galaxie. Juste avant d'introduire nos invités, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, appuyer sur la barre abonner et partagez sur vos réseaux pour augmenter le référencement de la chaîne. Ça serait un immense bonheur de voir ça sur vos réseaux. Et on amène notre premier collabo, Andy Saucier, qui vient avec nous. Andy, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, est-ce que tu es un peu stressé de l'épisode 2 sur toutes les séries? Ouais, ben, il y a beaucoup de contenu. Il y en avait beaucoup la première épisode. On va essayer de faire ça un petit peu plus court aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses à parler, puis je suis tout excité. Ben oui, hey, je te comprends. Là. On a beaucoup de matériel. Et Ouais. pour nous aider, ben, on a emmené Maxime Cyr, qui est un autre de la chaîne. Max, comment vas-tu? Ça va bien, vous aussi? Ça va, ça va. Ouais! Excellent. Alors, les gars, maintenant, on va se lancer dans la première série. Il y a un score de 91 sur le Tomato Meter et de 88 pour le score de l'audience. La série WandaVision. Les gars, vous avez pensé quoi de cette série-là? Tu veux-tu y aller, Max, ou j'y vais? Non, vas-y, commence-nous ça. OK. Ben, WandaVision, j'ai bien aimé. Genre, j'ai pas détesté, j'ai pas adoré. J'ai bien aimé l'aspect qu'à chaque épisode, c'était quelque chose de différent. Ça, j'ai vraiment trippé sur ce côté-là. Mais j'avoue que les trois premiers épisodes, je me demandais vraiment ce que je regardais. Non, ouais, Mais je m'en souviens, moi aussi, ouais. plus que ça allait, plus que je comprends le style. Tu sais, c'était comme, en plus d'être une série Marvel qui raconte une histoire, c'était un petit clin d'œil au sitcom qui a passé dans l'histoire du petit écran. Mais c'est ça, je te dirais que là-dessus, j'ai vraiment aimé ça. L'histoire aussi, pas si pire que ça. Il y a des petites choses qui m'ont dérangé, mais pour l'instant, ça serait ça. Max, t'en as pensé quoi, vite, vite? Moi, pour vrai, j'ai quand même bien aimé. Un peu comme toi, je ne m'attendais pas à ça du tout. Il y avait des éléments un peu de mystère dans les premiers épisodes que j'aimais vraiment beaucoup. C'était, tu sais, noir et blanc, un peu les années 50. Fait que j'étais comme, je ne savais pas trop dans quoi qu'on s'embarquait. Puis j'étais comme, hey, ça va être long si c'est comme ça tout le long. Puis finalement, premier épisode, à un moment donné, il y a une scène où ils sont en train de manger, puis il y a comme un bug dans Matrice, là, où Wanda elle se met à parler genre à Vision pour qu'il sauve son boss qui est en train de s'étouffer. Puis là, tu fais comme, ça sera pas comme ça tout le temps. Ouais. Puis ça, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis j'avais hâte au prochain épisode pour savoir qu'est-ce qui allait se passer, justement. Puis ça nous a aussi, cette série-là, majoritairement montré toute la puissance de Wanda en nous amenant vers Doctor Strange et Multiverse of Madness. Et pour de vrai, être capable de prendre contrôle d'un village entier comme ça, puis d'empêcher tout le monde d'y rentrer, ça faisait juste nous montrer à quel point elle était puissante. Puis je trouvais ça important de l'instaurer parce qu'on savait qu'elle était forte, mais on ne savait pas à ce point-là. Puis ça, j'ai vraiment apprécié. C'est vrai. Puis les gars, il y a un commentaire sur Rotten Tomatoes que je veux vous lancer. C'est par Andrew Galty qui dit les 3 premiers épisodes étaient quand même très plaisants, mais ça tournait vite en un très long film Marvel. Donc, pour vous donner une idée, sa critique, c'était une mauvaise critique, dans le sens que c'était pas une critique positive. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce commentaire-là? Mais personnellement, j'ai pris tendance à de moins en moins me fier aux critiques sur Rotten Tomatoes. Puis on va voir pourquoi bientôt en voyant les notes des critiques sur certains projets qui ne concordent pas du tout avec les nôtres. Ouais. Mais l'affaire, c'est que pour certaines personnes, il faut absolument que tout soit différent, que tout soit, que tout soit unique et tout ça. Puis pour moi,
les projets Marvel étaient beaucoup axés sur l'action et tout ça, puis les 3 premiers épisodes de WandaVision ne l'étaient pas du tout. En fait, il n'y avait pratiquement pas d'action dedans. C'était très, très, très centré sur la vie à Wanda avec Vision, etc. C'était super romancé. Je pense que ça faisait plaisir à certaines personnes qui sont peut-être un petit peu plus tannées de l'univers Marvel avec l'action et tout ça, parce que les 3 premières phases étaient beaucoup orientées vers ça. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça, dans le sens où je pense qu'un film avec les éléments qui ont été amenés dans cette série, qui avait, je crois, 8 épisodes, 9. Les séries sont un petit peu loin dans ma tête. Mais je pense que c'est 9, là, je dis. Mais Attends, je vais vous dire ça. Je suis pas mal sûr. Il y avait, roulement de tambour, 9 épisodes. Okay, Point à Andy. Ouais. Max peut je perds continuer. 1-0. En gros, c'est ça. Je trouve que ce qui est le fun dans une série, c'est qu'on voit plus d'éléments qu'on pourrait voir dans un film de 2 heures, évidemment, puis on peut un petit peu plus développer les personnages. Puis je trouve que là-dedans, c'est important de développer sur l'aspect Westview, puis sur l'aspect aussi la vie de Wanda, pourquoi elle est devenue comme ça. Puis je trouve qu'ils l'ont fait quand même assez brillamment avec le matériel qu'il y avait. Oui, je suis d'accord. Puis, tu sais, aussi pour rajouter là-dessus, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'aspect psychologique dans cette série-là. Le fait qu'elle soit meurtrie par la perte de vision, puis que là, elle va vraiment pas bien là, dans la série. Puis là, aussi, vers la fin, là, la twist avec Agatha Harkness, qui est intéressante aussi. Qui joue un rôle assez important dans la série. Fait que non, je dirais que j'ai pas détesté ça, mais des fois, ça me laissait sur ma faim. Des fois, je trouvais ça un petit peu long. Il y avait tout le temps quelque chose qui se rajoutait. Des fois, c'était dur à suivre, mais en général, c'était un projet très intéressant. Alors, les gars, avant d'aller à la prochaine série, vos notes pour la série WandaVision? Moi, j'ai mis un 7 sur 10. OK. Ouais. Personnellement, j'ai mis un 7.5. Je trouve que c'est quand même une note respectable pour la première série Marvel quand même. Là. Il y avait quand même des grosses pointures à chausser. Pour moi, dans mon cas, comme vous avez vu, j'ai pas écouté beaucoup de séries Marvel, comme je disais en début d'émission. Donc, je vais donner mes notes sur ce que j'ai regardé et je vais vous en faire part aussi quand je vais les avoir regardés. Et les gars, maintenant, on avance dans l'univers. 84% la note sur le Tomato Meter et 82% le score de l'audience. On y va avec la série Faucon et le soldat de l'hiver. Qu'avez-vous pensé de cette série? Max, vas-y, vu qu'Andy a commencé. Je vais commencer cette fois-là avec les points négatifs que j'ai trouvés là-dedans parce que malgré le fait que moi, Captain America, a toujours été pas mal mon héros préféré dans l'univers de Marvel, il y a beaucoup de choses là-dedans qui clochaient, à mon avis. Une des choses qui clochait le plus, selon moi, c'est que j'ai pas du tout aimé les méchants, les vilains dans cette série-là, qui étaient des jeunes un peu militants, un peu super soldats, mais pas trop. C'était très, très ambigu. Puis, la présence d'un personnage un peu mystère qui surnommait Power Broker, qui était finalement, je me souviens plus de son nom, mais Andy, tu sais c'est qui? Le nom ne vient pas. C'est Sharon Carter. Sharon Carter, bon. Très prévisible. Très, très, très prévisible. Ouais. Je trouve que c'est une série qui était hyper, hyper prévisible. Entre autres, au moment où John Walker a pris le bouclier puis qu'il s'était fait un ami, son ami qui était comme son allié soldat. C'était écrit dans le ciel qu'elle allait se faire tuer dans les premiers épisodes. Là. Il n'y avait aucun pouvoir. Il n'était même pas super soldat. Il n'y avait rien. Puis il allait se battre contre des gens qui étaient super soldats. C'était comme évident que ça allait être un story arc. Puis j'ai pas nécessairement apprécié. Puis il y a une autre chose que j'ai pas aimé, mais ça, c'est très personnel à moi. Et c'est Georges Saint-Pierre en tant qu'acteur. Personnellement, j'adore Georges Saint-Pierre. J'adore tout ce qu'il fait. UFC, c'est un modèle. Mais l'acting, c'est pas nécessairement super. Puis moi, personnellement, j'ai écouté la série en anglais. Et il alterne entre anglais et français parce que c'est un personnage qui vient de la France dans la série. C'est pas très... non, ça me parle pas du tout. Puis j'ai beaucoup de misère avec ça. Je comprends pour l'athlétisme et tout ça, là, parce que c'est quelqu'un qui doit faire ses cascades lui-même. Mais le côté acting, je trouve ça un peu désolant. L'acting
L'acting de George est assez moyen, là, on va se le dire. Là. On l'avait vu dans Avengers. Abonne-toi, Georges, je t'en prie, abonne-toi. Ouais. Tu sais, l'aspect combat, c'est A1, là, j'ai absolument rien à dire, évidemment. Mais, tu sais, quand il se bat, puis il dit une phrase genre « Oh, ça t'a fait mal, hein? » C'est comme... le delivery est absolument affreux. Mais je suis d'accord avec toi pour tes points négatifs. Moi, c'est surtout, comme tu as dit, les enfants ados qui sont des super soldats je te dirais que le gros point négatif de cette série-là est qu'elle est vraiment prévisible. Ouais. La première épisode, la deuxième épisode, tu sais pas mal ce qui arrive à la fin. Mais pour mettre du point positif un peu, j'ai vraiment aimé l'aspect plus réaliste. T'es pas dans l'espace, il n'y a pas de super-héros avec des armures, des personnes qui se transforment. Tu vois plus les gens, comment ils ont vécu les catastrophes. Ça aussi, on a appris que les super-héros n'étaient pas payés par l'État ou quelque chose comme ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Fait que je ne l'ai pas détesté, mais il manquait quelque chose. J'ai bien aimé, par exemple, le US Agent. J'aime un gars méchant qui est un peu... il a de la misère, tout ça. Fait que quand son ami il est mort, c'était extrêmement prévisible, mais comment il a défait le gars avec le bouclier, ça l'a transformé. Ouais, parce ça, que c'était assez... je ne l'aimais pas du tout dans les premiers épisodes. Moi, John Walker, personnellement, j'adore l'acteur, je l'adore, mais je sais pas, je le trouvais de trop. Puis cet événement-là, quoi, qui est prévisible, oui, a créé un personnage différent qui était beaucoup plus appréciable. Pas pour Sam et Bucky, mais pour nous à l'écran, là, qui était beaucoup plus appréciable pour la suite de la série. Ouais. Puis Max, aussi d'autres points positifs, vu que tu en as nommé des négatifs? En fait, moi, ce que j'ai vraiment aimé dans cette série-là, c'est la complicité entre Bucky et Sam. Il y avait beaucoup de gens qui se questionnaient sur qui va avoir le bouclier entre Bucky ou Sam dans cette série-là. Ben, ils l'ont donné à Sam, puis c'est parfait là, comme ça. Puis de la manière qu'ils l'ont fait, je trouve que ça a été bien fait aussi. Mais la chimie que ces deux acteurs-là ont ensemble est vraiment importante pour cette série-là, parce que si ça n'avait pas été de ces deux acteurs-là, j'aurais donné une note assez désastreuse à la série. Mais grâce à cet aspect-là, et aussi à l'arc un peu avec Isaiah, qui était un soldat aussi, puis à la fin, qui font genre une petite statue pour lui dans un musée, puis tout ça, c'était quand même touchant comme situation. Ça m'a quand même... j'ai quand même aimé cet aspect-là aussi. Oui, je suis d'accord. Puis, tu sais, la dernière épisode, je l'ai vraiment aimé. Tu sais, le combat de fin qui arrive avec sa nouvelle armure, Capitaine America, avec les ailes puis le bouclier, c'est la scène de combat, puis le gros speech qu'il fait, c'était très intéressant, puis c'est ça. Le delivery était parfait à ce moment-là. Fait que, Alors, les gars, si on va dans les notes pour la série Faucon et le soldat de l'hiver, pour vous, vous donnez une note de combien? Moi, personnellement, c'est ça. C'était moins bon que WandaVision dans l'ensemble de l'œuvre. Mais pour les deux personnages avec la chimie, puis le dernier épisode, il était quand même très bon. Je donne un 6.5. OK. Toi, Andy? Moi, je donne un 6. Juste parce que des fois, je trouvais ça un peu long. Puis, tu sais, aussi, on le savait un peu que ça allait être Sam qui allait avoir le bouclier, personnellement. Fait que le débat à chaque épisode, que c'était comme tu le mérites pas, non, ben là, toi non plus. Fait que là, en tout cas, ce bout-là, je l'ai moins aimé, mais 6. 6 en général, j'ai aimé. Bon, on l'avait vu à la fin de Endgame aussi, quand Captain America donne son bouclier à Faucon, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Donc, on savait que ça allait être lui, même malgré ce qui s'est passé dans la série un peu. Maintenant, les gars, si on avance, on va peut-être dans la série la plus appréciée du MCU, avec un score de la critique à 92% et un score de l'audience à 90%. La série sur le frère de Thor, Loki. Andy, t'en as pensé quoi? J'ai complètement adoré. J'ai dévoré cette série-là. Loki, c'est un personnage qui est extrêmement intéressant. Puis découvrir il fallait se rappeler que c'était pas le Loki qu'on a connu à la fin dans Endgame. Endgame ou Infinity War? En tout cas, qui est... Infinity War, au début d'Infinity War. OK, c'est ça.
au début d'Infinity War, il a été tué de la main de Thanos. Fait qu'il fallait se rappeler que c'est le Loki qui n'a pas évolué. Fait que c'était intéressant de voir qu'elle allait revenir le Loki qu'on pensait, mais en même temps être différent. L'approche est extrêmement intéressante. Moi, j'ai adoré ça. Il y a des choses que j'ai moins aimées, mais l'apparition du TVA, la découverte du multivers, qu'il y a plein de variants, que Loki est vraiment une menace, que les pierres d'infini, c'est des petits cailloux. Dans le multivers, ils servent presque à rien, dans le fond. Là. Fait que, ouais. Vas-y, Max, je sais pas parce que moi, je continuerai. Là. Pareillement, j'aurais du stock à dire cette série-là, mais pour ne pas parler de ce que toi t'as parlé, j'ai bien aimé le personnage de Sylvie aussi, qui est le variant de Loki, qui est amené dans cette série-là de manière un peu mystérieuse dans les 2 premiers épisodes, puis que finalement, c'est un personnage hyper important. Qui prennent mauvaise décision à la fin, mais ça va nous amener quand même les phases 5 et 6 du MCU, donc on ne peut pas se plaindre pour ça. L'épisode avec tous les Loki aussi, j'ai tellement aimé cet épisode-là. C'était tellement con, mais c'était tellement bon. Tu sais, moi, en tout cas, personnellement, les séries de Marvel, souvent, je les binge-watchais, je les écoutais un épisode à la suite de l'autre, j'attendais qu'ils sortent tous. Loki, je n'ai pas été capable, je les écoutais à chaque semaine quand ils sortaient. Un peu comme dans le temps, là, quand on écoutait des séries à la TV et qu'on n'avait pas tout cru dans le bec qui nous était donné. Là. Cet épisode-là, l'épisode d'avant finissait sur une genre de fin un peu mystérieuse où Loki se faisait, je ne sais pas c'est quoi le mot en français, mais il se faisait plouner, là, il disparaissait, puis il se réveillait devant genre plein d'autres Loki, dont un alligator, puis t'es juste comme, vers où ça s'en va, cette histoire-là? Finalement, c'est juste un bon épisode. Je parle aussi du personnage de Owen Wilson de Mobius qui est. Si tu m'avais dit un jour qu'Owen Wilson allait jouer dans un film de Marvel, je t'aurais ri d'en face. Puis finalement, il est dans la série. Puis c'est exceptionnel comme personnage. C'est comme le petit ange que tu as sur l'épaule qui essaie de. Puis il a un rôle important. Il veut découvrir la vérité. Puis c'est le premier à faire confiance à Loki. C'est comme. Ce personnage-là est super important pour le développement puis pour la suite. Puis j'ai vraiment hâte de le voir dans les prochains projets parce que ça a été confirmé qu'on allait le revoir. Oui. Puis aussi, j'aime le fait que ça revient un peu à ce que tu as dit, mais qu'on part de Endgame. Donc, on fait un parallèle à un film qui vient d'avant. Donc, on commence la série où Loki ramasse le Tesseract, disparaît et on sait tout ce qui se passe par la suite. Puis aussi, c'est l'introduction de Kang le Conquérant. À la fin de la série, puis c'est un personnage qui va être hyper important pour les phases 5 et 6. Ouais. Ben, les gars, je suis vraiment d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que vous me donnez vraiment envie de la regarder. Je sais que je savais que c'est une des séries plus importantes de Marvel, puis j'en avais entendu parler, j'ai des amis qui capotent sur les séries Marvel autant que vous, puis ils m'en avaient parlé, mais là, vous m'avez vraiment donné envie d'écouter. Ça se peut que j'en écoute 1 ou 2 épisodes pendant la journée demain, savoir si j'ai le temps, on va pas se le cacher. Mais avant de donner vos notes, là, on sait que l'acteur de Loki, Tom Hiddleston, est incroyable dans ce rôle-là. Est-ce qu'il continue de performer autant que dans la série? Moi, je pense que la série, il montre son jeu encore plus d'un cran de ce qu'on avait vu de tous les autres films. On voit vraiment le Loki à son plein potentiel. OK. Puis, il est encore... Tu sais, il est vraiment là, dans une bagarre intérieure. Puis là, on le voit vraiment. On le voyait... Tu sais, on l'apercevait dans les films, mais là, on voit vraiment qu'il... Tu sais, même au début, quand il voit, parce qu'il voit son film, le film de sa vie sur une cassette. Puis, tu sais, même si tu vois qu'on dirait qu'il s'en fout, quelque chose comme ça, tu le vois que ça l'affecte énormément, qu'il veut juste être aimé de ses parents et de son frère un peu. Fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant. Puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé, par exemple, c'est l'enjeu à la fin. De la moralité de est-ce qu'on garde celui qui voit tout ou celui qui sait tout, je ne sais pas trop comment il s'appelait, ou on l'élimine puis on voit ce qui se passe parce que c'est un peu lui qui contrôlait puis qui. Ouais. Ça, fait que le côté de la morale, j'ai bien aimé ça. Si j'aurais un affaire négatif, c'est l'amourette entre les deux. C'est deux Loki qui s'aiment.
Moi, Ouais, moi ça c'est fit ça. avec le personnage. Loki, Mais, c'est quelqu'un de très, très égocentrique. Fait que c'est ouais, quelqu'un mais qui peut tomber en amour juste avec lui-même. Ça, moi, ouais. moi, au contraire, j'ai bien apprécié OK, OK. Moi, c'est la seule affaire que j'ai vraiment essayé de trouver de quoi de négatif. Puis ce serait la seule chose. C'est juste l'amourette. J'ai moins. Ben, c'est pas une amourette, il avait l'air de s'aimer, mais Mhm. c'est ça. C'est peut-être la seule chose. Ouais. Alors, les gars, vos notes sur la série Lucky? Vas-y, Andy, commence. Ah, moi, c'est un 9 sur 10. 9/10. OK, parfait. Et dans ton cas, Max? Personnellement, pour l'ensemble de la série qui est exceptionnel, le seul point faible que j'ai trouvé, moi, c'est que des fois, les affaires de ligne du temps qui déviaient pouvaient être un petit peu mêlantes, mais à part de ça, le reste est optimal. J'ai donné 9,5. C'est le projet Marvel que j'ai le Wow. plus apprécié de toute la phase 4. Wow! Très bien, très, très bien. On va voir si ça va continuer avec la prochaine série. Probablement la mieux cotée de la phase 4 sur Rotten Tomatoes. On parle d'un score de 84% de la critique et de 93% de l'audience. Je parle bien sûr de la série What If de Disney+. Max, je te laisse commencer avec cette série que je vais me rejoindre à vous parce que je l'ai écoutée. En fait, moi, mes opinions sont assez sur la surface parce que What If, c'est un projet qui est très, très différent de ce qu'on a vu auparavant. C'est beaucoup d'épisodes disparates qui finissent au bout du compte à se rejoindre dans les deux derniers. Mais au bout du compte, c'est un petit peu comme si on écoutait une série animée avec pas nécessairement tant de suite, outre le personnage important au début qui est comme le gardien Ouais. le gardien, lui qui observe et tout ça. Personnellement, j'ai bien apprécié là, le fait que c'était en animé, qu'il y avait certains des personnages qui avaient repris leur acteur pour faire leur voix. Ça, moi, personnellement, j'ai vraiment apprécié ça. Je sais que c'était pas tous les personnages, mais une grande majorité. C'est beaucoup d'histoires qu'on n'avait pas pensé aussi, là, des choses. On ne s'est pas posé la question qu'est-ce qui serait arrivé si T'Challa avait été Star-Lord, mais là-dedans, il le présente, puis j'ai trouvé ça quand même intéressant. Puis les deux derniers épisodes là, où ils font comme une alliance entre tous les plus forts soldats du multivers pour se battre contre Ultron, qui est rendu comme la plus grosse menace. J'ai trouvé ça très intéressant. Du côté des points plus négatifs, j'ai beaucoup de difficultés avec les séries qui n'ont pas nécessairement de continuité avec le reste du MCU. Autre le fait que ça nous a présenté des personnages qu'on a vus, comme Captain Carter, qu'on a vu dans Doctor Strange et Multiverse of Madness. Puis, on a aussi là, Strange Supreme qu'on a vu aussi dans Doctor Strange. Puis, il y avait aussi un fait qu'il y avait des épisodes excellents, puis il y avait des épisodes moins bons. Moi, l'épisode personnellement où tout le monde était en zombie, je ne l'ai pas tant aimé. C'est vraiment, même, je vais vous dire, je l'ai détesté. Mais mettons l'épisode où Hank Pym tuait tous les Avengers, un après l'autre. Ça, je l'ai trouvé vraiment, vraiment bonne. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça. Il y avait comme trop de. C'était comme disparate entre la qualité des épisodes selon ce que moi j'appréciais. Puis, vu qu'il n'y avait pas de continuité, j'aimais moins un peu. Mm-hmm. Tu vois, moi, tu as parlé d'un épisode que j'ai bien aimé, mais en même temps que j'ai été déçu. C'est ça, le Doctor Strange, le Sorcerer Supreme, le sorcier suprême. J'ai bien aimé le fait qu'on ramène l'histoire d'amour qu'il y avait, que ça le tourmente, puis que ça le change aussi. Mais l'affaire que j'ai pas aimé, c'est que si ton film est basé un petit peu sur le What If, pourquoi tu sors le What If? Tu sais, moi, c'est la seule affaire Ouais. que je me suis dit, ah, pourquoi ils l'ont fait d'abord dans ce cas-là, si on fait la même chose qu'il y avait dans l'épisode de la série. Bon, même chose entre guillemets, on s'entend que c'était vraiment pas l'affaire à 100%. Mais il y a certains épisodes comme toi qui, oui, sont vraiment accrocheurs et d'autres non. Mais ce que j'ai aimé, c'est le fait que cette série-là, pour le contexte, c'était le fait que les épisodes ne se suivaient pas. Tu pouvais regarder l'épisode que tu voulais, puis tu pouvais comprendre l'histoire. À part peut-être les deux derniers, où est-ce que ça se liait un petit peu plus, comme tu as dit. Mais moi, j'ai vraiment aimé ça parce que ça permet de te dire ah, qu'est-ce qui arrive si Ultron, c'était l'Avenger qui avait réussi, l'Avenger, le méchant, qui avait réussi à vraiment battre les Avengers. Fait que là, tu sais, là, tu peux le voir, puis il y a d'autres émissions que ça ne te tente pas, puis c'est pas grave. Tu sais, c'est pas obligé de suivre l'épisode 1 pour savoir l'épisode 10. Selon moi, c'était pas un what if sur tout le MCU complet en une série. Non. C'était le fun de faire un peu des épisodes séparés. Moi, j'ai quand même bien aimé ça. Toi, Andy, t'en penses quoi? Ouais, ben, les points positifs, je vous rejoins beaucoup. Moi, mon point négatif, c'est que, en gros, là, tu sais, à part nous montrer que, mettons, visuellement, ça serait quoi le multivers, tu sais, qu'il y a plein de possibilités,
cette série ne sert un peu à rien. Hmm. Tu sais, elle n'a aucun impact. Là. Elle sert juste à gâter les fans. Oui, Ouais, absolument. C'est du fanservice. C'est correct aussi. Oui, tu sais, c'est du fanservice. Puis j'ai aimé que c'est en dessin animé. Tu sais, ça nous permet de faire plus de quoi d'extrême, d'explosif, tu sais, parce que faire ça avec des, mettons, en live action, ouais, Moins cher, oui. mais c'est là que je m'en venais. Faire ça en live action, ça aurait été impossible. Non, ça ne serait pas fait. Jamais. Non, Ben, non, c'est jamais. ça. Fait que là-dessus, j'ai aimé ça, mais je vous dirais juste le fait que ça sert à rien, on dirait que ça m'a un peu refroidi, mais les points positifs que vous avez tous dit, je suis d'accord. Mais s'il faudrait que je dise un point négatif, ce serait ça. Parfait. Et pour vous, les gars, votre note sur la série What If? Ben moi, vas-y. vas-y. Eric, vas-y. Ah ouais, vas-y, Laurie. Ah, tu vois, moi, j'y vais avec un 7. Tu sais, c'est quoi que tu es capable d'apprécier. Puis il y a des épisodes que tu apprécies moins, mais tu sais, overall, pourquoi pas? C'est du bon fanservice comme on aime. Mais mon plus gros point négatif, c'est le fait de prendre des parties du What If puis les mettre dans les films. C'est vraiment mon point négatif, mais sinon, à part ça, j'ai quand même bien aimé. Ah ouais. Moi, j'ai eu un 6. 6. Personnellement, je suis Loric là-dessus. Un petit 7 sur 10. Un bon petit moment, feel good. Pas nécessairement la meilleure chose pour la pire. C'est ça. Une belle petite distraction. Tu sais. C'est ça, exactement. Tu peux l'écouter en faisant autre chose. Ouais. C'est ça. Tu sais. Puis là, on va voir si vos scores vont changer. On s'en va dans une série qui a eu la note de 92 par les critiques sur Rotten Tomatoes et de 89 pour les gens qui l'ont regardé. Je parviens de la série Hawkeye. Vous avez pensé quoi de cette série-là, Andy? Je te laisse commencer. OK. Ben, écoute, c'est une série vraiment comme easygoing, je pense. Mettons, c'est probablement une des séries, la série la plus easygoing qui est sortie du MCU à date. J'ai aimé ça. J'ai la comédie musicale là, avec au début puis à la fin de la série, ça m'a fait. J'ai manqué de mourir, moi je riais tellement, c'est parfait pour moi. Tu sais, comme même au début, j'étais comme ça va-tu finir? Puis à la fin, il la joue au complet. Puis là, j'étais comme c'est impossible que genre ils ont vraiment pris le temps d'en faire une. Moi, j'avais trouvé ça vraiment drôle. Mais si on peut s'en venir sur l'enjeu de la série, ça emmène un personnage extrêmement important avec Yelena dans la série. Qui est assez badass. Maudit, j'ai oublié son nom. Kate Bishop qui va revenir aussi. C'est les répercussions de. Maudit, je me rappelle pas. Quand il y avait en Ronin, les répercussions quand il était devenu le Ronin, c'est dans cette série-là. Les méchants, je les ai trouvés moyens. Comme la gang, là, je trouvais ça wouf. La gang, comme les mafieux en jogging, là. Ouais. Mais moi, je les ai trouvés. Ben, c'est comme ça qu'ils appellent en anglais. Là. Mais moi, je les ai trouvés très drôles, mais pas des bons méchants. Genre. Non, c'est ça. Mais tu sais, j'ai aimé Kingpin. Ça, j'ai aimé le retour de Kingpin. Il était dans la série Daredevil sur Netflix. Puis là, Disney, ils ont racheté tout ça. Bref. Mais Kingpin, c'est un personnage extrêmement important. Puis j'espère vraiment qu'on va le revoir plusieurs fois parce que j'aime beaucoup ce personnage. Et toi, Max, ça pensé quoi de la série Hawkeye? Personnellement, je rejoins Andy sur plusieurs choses, surtout sur Kingpin et Echo, qui sont deux personnages qui sont introduits dans cette série-là, qui vont être super importants. Echo va avoir sa série 2024-2025, je crois. Et Kingpin qui va probablement être dans Daredevil, là, la nouvelle série qu'il va avoir, entre autres, et probablement dans Echo également. Je pense que ça va être un gros méchant dans le MCU. Puis, je suis vraiment content de l'avoir revu là-dedans. J'ai beaucoup aimé la chimie entre Clint et Kate Bishop. Je trouve que c'était très naturel aussi, un peu à la Sam et Bucky, même si ça fait moins longtemps qu'ils se côtoient et tout ça. J'ai bien aimé aussi l'introduction de la série où on voit pourquoi Kate aime autant tirer de l'arc et tout ça. Puis c'est parce qu'elle s'est faite sauver par Hawkeye pendant les attaques de Loki en 2012 dans le premier Avenger. J'ai vraiment aimé ce petit clin d'œil-là parce que des fois, il y a comme pas assez d'introduction des personnages. Puis je trouve que juste d'avoir ce petit élément-là pour nous dire, OK, c'est pour ça qu'elle est autant comme, pas obsédée, mais qu'elle aime autant cette personne-là, ben je trouve que c'est quand même un clin d'œil important. Si je vais dans les choses un petit peu plus négatives,
j'ai trouvé que c'était quand même un peu prévisible dans certaines intrigues importantes, comme par exemple, tout le long de la série, Yelena est supposément en quête de tuer Clint, mais on sait pertinemment qu'elle ne le fera pas. Ouais. Parce que Clint, c'est trop un personnage important. Il n'y a pas un moment dans la série où je me suis dit ah, c'est sûr à 100% ou genre j'avais des doutes qu'elle allait le tuer. Non, c'était sûr que non. Puis aussi, Kingpin s'est fait battre beaucoup trop facilement, selon moi, par Kate. Kingpin, je ne sais pas si vous avez écouté la série Daredevil. Je sais qu'elle dit oui, Laurie, je ne sais pas. Je sais que tu n'aimes pas trop les séries. Non, mais il n'est pas tuable. Il n'est pas tuable, il est tough, c'est une menace constante. Puis là-dedans, c'est comme une petite flèche par-ci, une petite flèche par-là, ça m'explose dessus, aïe aïe, j'ai mal, ça finit là. C'est comme, non, il ne meurt pas, mais il se fait défaire trop facilement un peu. Je reviens un peu à ce que je disais là, pour Black Panther la 2 semaines avec Namor, qui était un méchant très charismatique comme Kingpin, mais qui se fait avoir trop facilement. Puis ça, j'ai beaucoup de misère avec ça. C'est vrai. C'est vrai. Puis dans la série Daredevil, je sais qu'il faut se mettre en tête que c'est pas les mêmes personnages parce qu'ils les ont retravaillés. Là. Ouais. Mais ce personnage-là est trop badass pour se faire battre par Kate Bishop. Là. Puis je sais pas c'est quoi ses pouvoirs, mais je sais que le Kingpin est absolument puissant. Là. C'est incroyable à quel point il y a une force brutale. Fait que c'est ça. On le voit pas trop là-dedans. On le voit une fois comme donner un coup à Kate, puis elle la revole vraiment loin. Puis c'est comme on dirait un petit clin d'œil pour dire attention, Kingpin va être fort, mais pas de suite. C'est ça. Comme c'était les débuts de Kingpin. C'est ça, j'ai fait quelques recherches. Echo, on parle de décembre 2023. Okay. Pour la sortie de la série pour Daredevil, ça serait 2024 pour l'instant. J'ai bien hâte que ça sorte. Puis ça va être la série la plus longue de Marvel jusqu'à maintenant. C'est comme 24 épisodes, je pense. La Echo ou la Daredevil? Daredevil. Personnage que tout le monde a très hâte, qui revient. Là. Surtout, pensez qu'on l'a vu dans Spider-Man aussi. Là. Si peu, mais en même temps, si le fun de le voir. Exact. Et les gars, vos notes sur la série Hawkeye? Moi, j'ai mis un 6. Parce que c'est pas mauvais. Ça passe. Puis c'est tout. Mais tu sais, c'est ça, c'est un bon moment. Ça passe, il y a une note de passage. Moi, c'est personnel, mais je sais que j'ai pas tant trippé, mais c'est easy going. Vas-y, Max. Personnellement, j'en ai pas parlé tant que ça, mais j'ai vraiment apprécié, moi. Pour vrai, okay. J'ai vraiment aimé ça. J'ai été jusqu'à donner un 8.5. Oh, wow! C'est bon! Okay, on a vraiment les deux contrastes. Quand même, il y a un gros écart. J'aime ça. Il y a vraiment un gros écart. J'ai aimé beaucoup de choses, mais on n'aura pas le temps de toutes les dire. Là, Non, c'est ça. C'est sûr. Okay. Ben, je trouve ça vraiment cool. Yes. C'est le fun. C'est le fun qu'il y ait un contraste. Ouais. On va voir s'il y en aura un dans la prochaine série. Avec un score de 82 sur Rotten Tomatoes par les critiques et un score de 89 par les personnes qui l'ont regardé, les viewers. Moon Knight. Moon Knight, malheureusement, je n'avais pas Disney Plus au moment que la bande-annonce est sortie. Mais c'était probablement la série que j'avais le plus hâte qu'elle sorte. On parle littéralement d'un nouveau personnage. On va dans l'Égypte antique. Tellement une belle manière d'exploiter ça. J'ai commencé à écouter la série dernièrement. J'avais écouté les 3-4 premiers épisodes l'année passée, mais avec le temps, j'ai complètement oublié, donc j'ai recommencé ça tantôt. J'ai écouté le premier épisode, qui est incroyable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les gars, du premier épisode. Moi, j'ai adoré. Puis de ce que je me souviens, des 3-4 épisodes que j'avais écoutés l'année passée, c'est une série que j'aimais beaucoup. C'est une série que j'aimais beaucoup. C'est des séries qui s'écoutent bien, 8 épisodes. Et j'adore le fait d'avoir Steven et Mark. Le fait d'avoir un contraste de Steven quand le personnage interprété par Oscar Isaac, qui le fait très bien d'ailleurs, par Steven, qui est vraiment le côté confiant du personnage, et Mark, qui est le personnage comme nous autres, qui est tout tranquille, mais... c'est le contraire. Ah non, ça, c'est le contraire. Hein? C'est Mark qui est confiant. Steven est vulnérable, ouais. C'est ça, Steven est la personne la plus stressée qu'il y a sur Terre. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive. Tandis que Mark, c'est vraiment comme Moon Knight. En fait, c'est vraiment la personne confiante qui est prête de ses moyens pour aller se défendre.
c'est vraiment une série que j'ai vraiment aimé. Un petit peu à la Dr. Jekyll et Mr. Hyde, un peu, on pourrait y aller comme ça. Ouais, Un ouais, contraste vraiment. entre ces deux personnages-là. Mais la manière que ça a été interprété, écrit, moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai pas fini la série, mais de ce que j'ai vu, j'ai vraiment aimé ça. Les gars, vous autres, est-ce que vous autres aussi, vous aviez une bonne hype concernant cette série? Ah ouais, moi, la première bande-annonce, je ne revenais pas que Marvel sorte un projet comme ça. On était habitué à beaucoup de couleurs, beaucoup des super-héros un peu traditionnels, qu'on sait comment ça va finir. Mais là, c'est comme un méchant gentil ou un gentil méchant, on ne sait pas trop. C'est un anti-héros, dans le fond. Mais Ouais. bref, c'est ça. J'ai vraiment, vraiment aimé cette série-là. Comme tu as dit, l'Égypte, c'était parfait. La transformation aussi, l'affaire avec les dieux égyptiens. Ouais. Cette série-là, là, si tu me demanderais des négatifs, je ne sais pas si je pourrais t'en donner. J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Surtout l'aspect psychologie avec schizophrénie. Je sais pas, non, je suis pas sûr que c'est schizophrénie. C'est Ben, c'est comme ça tacle un peu, mais ils veulent pas le dire nécessairement ouais. là, avec ces C'est mots-là. comme double Ouais, personnalité. exact. Bref, on ne sait pas trop, mais c'est très, très, très intéressant. Puis je n'aurais écouté 4. Je n'aurais écouté 4 saisons là, dans une shot. Ouais. Là. C'est ça. Vas-y, Max. Ouais. Probablement que ça Ouais, dépend. Ça c'est dépend c'est quoi. une excellente série. Pour vrai, ça aussi, j'ai pas été capable de l'écouter une à la suite de l'autre. J'ai écouté chaque épisode à chaque semaine. Le fait que Marvel, dans les séries, s'est permis d'aller dans quelque chose d'un peu différent, d'aller dans quelque chose qui est un petit peu plus dark. Moon Knight, c'est selon moi, là, avec peut-être WandaVision, si on y va vraiment au second degré, qui était quand même dark aussi d'une certaine manière, mais Moon Knight, là, c'est très, très, très spécial. Le premier épisode, tu ne comprends rien. Genre, le gars se réveille dans son lit, il est attaché, on ne sait pas trop pourquoi. Il arrive à 1 million d'affaires, travaille dans un aquarium, mais pas nécessairement. Puis là, tu es comme, qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, pour quelqu'un comme moi qui n'est pas du tout comics dans la vie, je ne connaissais pas le personnage. Je ne savais pas du tout où ça s'en allait. Puis, ça m'a vraiment satisfait. J'aime beaucoup Ethan Hawke aussi, qui joue le méchant là-dedans, qui joue Arthur Harrow. Je ne sais pas si vous saviez, mais c'est la première fois de sa vie que Ethan Hawke joue un méchant dans un projet. Non, c'est parce qu'il y avait en fait, il y avait la phobie de jouer les méchants pour ne pas se faire identifier à un trou de cul, excusez-moi l'expression, pour pas que les gens se mettent à l'haïr comme individu. Parce que des fois, il y a des gens qui ont des rôles de méchants tellement bons qui se font identifier seulement au fait qu'il était un bon méchant puis ils se font haïr par le public. Ben, lui avait peur de ça. Et c'est pourquoi là, c'est son premier projet après plusieurs années dans le cinéma. Petit fun fact. c'est très intéressant. C'est très fun fact. J'ai adoré. Là, chaque épisode était une surprise. On ne savait pas du tout ce qui allait se passer. La majorité des épisodes finissaient sur comme une fin où on nous laissait un peu sur notre appétit pour savoir ce qui allait arriver par la suite. Puis, le visuel de cette série-là, ça a lieu en Égypte, mais il y a des paysages absolument magnifiques. On se plaint beaucoup sur le CGI, sur les effets spéciaux que Marvel ont fait dans les derniers projets et tout ça, mais ça, là, c'était fantastique. Pour de vrai, là, c'était merveilleux. Puis, c'est ça, le Mark et le Steven, je rejoins le Rick là-dessus, ça nous fait réaliser qu'on a tout un Mark, qu'on a tout un Steven en nous. C'est bon. Tout dépendant du contexte et tout ça, il faut faire sortir le bon. Puis, on n'a pas parlé du tout, mais le personnage joué par la copine de Mark, qui est Layla là-dedans, qui va devenir aussi, supposément, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai lu, un personnage qui pourrait être important aussi pour la suite du MCU. Je pense que on parle beaucoup de la performance de l'acteur principal qui est Oscar Isaac. Oui, bon, selon moi, c'est limite Oscar-worthy performance. C'est vraiment là, je trouve qu'il joue tellement bien deux personnages que ça mériterait quasiment une nomination. Là. Sincèrement, là, quelqu'un qui est capable de jouer deux personnages aussi distincts et je m'excuse, Doric, tu n'as pas fini un troisième à la fin de la série. Cette scène-là est incroyable. Voilà. Bon, je ne veux pas en dire plus parce que je veux lui laisser la surprise. Mais Layla aussi, super performance, super acolyte. Moi, le seul point négatif que j'ai trouvé à cette série-là, c'est le combat final. Personnellement, on recherche Arthur Harrow et comme son... aux dieux auxquels il s'associe. Je ne me souviens plus des noms exactement. Là, les séries sont vraiment loin dans ma tête. Mais le combat entre comme
le dieu qui est associé à Moon Knight, c'est très superficiel. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ça me déçoit un peu. Mais pour le reste, excellente série. Et les gars, je sais pas si vous allez me rejoindre là-dessus, mais la tenue de Moon Knight, je sais qu'il change, mais celle-là du premier épisode, c'est probablement parfait. la plus belle du incroyable. MCU, une des plus belles que j'ai vues. Genre, pour vrai, là. La fin du premier épisode, quand il sort, là, c'est comme... Ah ouais, puis qu'il avance vers la caméra, là. Ouais. Cette tenue-là, là, incroyable. Ouais. Vraiment. Elle est très belle. Là-dessus, les gars, je vais commencer avec ma note. Ouais. On va voir si le reste de la série suit ma note. J'y vais avec un solide 8 sur 10. Genre, facilement. Parce que j'ai pas complété la série. C'est pour ça que j'y vais avec un 8. Mais c'est comme on a dit, les doubles personnages, bientôt un triple aussi. J'ai hâte de voir ça plus tard. Le personnage, les autres personnages qui réussissent à interférer dans l'histoire sans la ruiner. Tu sais, on parle de Layla qui est un bon apport à l'histoire. Ethan Hawke qui joue quand même un très bon méchant, même si le combat final a l'air décevant de ce que tu as dit. Mais c'est une très bonne série, j'ai bien hâte de la continuer, mais j'y vais avec un 8 dans mon cas. Écoute, ben vas-y, Max. Vas-y, Max. Moi, personnellement, c'est ce qui se rapproche le plus de Loki en termes de ce que j'ai apprécié. J'ai mis un 9. Okay. Oh, OK. OK. Dans ton cas, Andy? Ben moi, j'ai aimé. Je pense vraiment que j'ai plus apprécié ça que Loki parce que j'aime vraiment les personnages un peu plus dark. Fait que j'ai mis 9 à Loki. Fait que je vais mettre un 9.2. Ça nous aide d'être précis dans j'aime, tu sais, comme sont de même. Là. Ils sont vraiment comme ça. Mais j'aime les personnages dark. Fait que Moon Knight, je l'aime plus que. J'ai plus aimé ça que Loki. Ouais. OK, parfait. J'ai hâte de vous voir sur la prochaine série avec un critic score de 98%. J'ai bien hâte de vous voir là-dessus. Et un score de l'audience de 80 parle de Miss Marvel. Vous en avez pensé quoi? Déjà, vous en pensez quoi de ce score de la critique qui est quasiment parfait? Qui est beaucoup trop haut. À mon sens. C'est comme je disais tantôt, la critique veut quelque chose de nouveau. Miss Marvel, c'est nouveau, c'est complètement nouveau. Là. On parle d'un univers où les super-héros étaient des hommes et des femmes forts et tout ça. Puis là, on arrive dans une école secondaire. On tombe dans quelque chose de complètement nouveau. Mais je pense que ce genre d'affaires-là, ça plaît à la critique. Personnellement, est-ce que ça me plaît? Correct, là. Je peux vous défiler un petit peu ce que j'en ai pensé vite, parce que moi, personnellement, les deux prochaines séries, je vais y aller vraiment à surface parce que j'ai pas beaucoup de choses à dire de manière profondément comme dans Moon Knight ou Loki que j'ai vraiment apprécié. Mais vite, Miss Marvel, il y avait quand même des bons effets visuels, considérant les autres projets qu'il y avait ensuite. J'aime quand même la partie qui a eu lieu en Inde. Il y avait quand même du bon combat corps à corps. J'ai quand même apprécié ces moments-là. J'aime bien l'histoire aussi qui est reliée à la famille, qui est une série qui met quand même beaucoup l'accent là-dessus. Et beaucoup dans les films de super-héros, souvent, c'est des loups solitaires. Famille, oui, mais bof, on les voit une fois de temps en temps, ils ne sont pas vraiment importants dans l'histoire. Là-dedans, ça vient littéralement de ses ancêtres et tout ça. Fait que ça, j'ai quand même bien apprécié ça. Un petit voyage dans le temps, c'était quand même cool. Puis la scène de fin là, où elle change de place avec Captain Marvel laisse présager qu'il y a quand même un rôle important qui attend cette... j'ai oublié son nom, je pense que c'est Kamala Khan. Ouais, bref. Puis elle va avoir un rôle quand même important parce qu'elle va être associée, là, on le sait, à Captain Marvel dans les Marvels qui va s'en venir éventuellement là, dans la prochaine phase. Puis ce que j'ai moins apprécié rapidement, c'est une série qui fait très quasiment années 90, là, école secondaire, des petits arrêts sur image, petite histoire d'amour par-ci par-là. Personnellement, ça me rejoint vraiment pas. Tu sais, je suis rendu à 26 ans, fait que ces affaires-là, peut-être ça m'aurait plus rejoint quand j'étais de cet âge-là, mais moi, j'ai pas tant je me suis pas associé à ce personnage-là, puis ça a fait que j'ai peut-être moins aimé ça un peu. Puis
c'est un peu, j'avais un peu de misère à me situer là, son importance que ce personnage-là va avoir dans le MCU parce que ça reste quand même une jeune adolescente. Je sais que Tom Holland est supposément un jeune adolescent en termes de Spider-Man. Il a été mentoré par Tony Stark et par Doctor Strange. Donc, il sait comment servir de ces choses. Il a vécu des affaires en masse. Elle, on ne sait pas trop là, vers où ça va s'en aller. J'ai l'impression qu'elle va être mentorée par Captain Marvel et Monica Rambeau éventuellement, ce qui peut apporter. Je pense qu'elle peut quand même apporter un bon au MCU, contrairement à She-Hulk, mais on en parlera plus tard. Et toi, Andy, Miss Marvel, t'en as pensé quoi? Ben, il n'y a pas grand-chose que j'ai d'autre à dire après Maxime parce que tous les points que j'avais sont pas mal là. Excepté une chose, l'effet visuel, j'ai moins aimé. Parce que dans les comics, et il y a aussi eu un jeu vidéo qui est sorti sur Marvel Avengers. Je suis pas au courant de ça, moi. Okay. Il y a Kamala Khan qui est là. Puis c'est vraiment ses membres qui s'allongent. Mais là, c'était comme de pouvoir. Un bracelet avec qui donne de lumière. Ça, vu que je ne m'attendais pas à ça, puis je m'attendais vraiment à ce qui est dans les comics et dans le jeu vidéo, on dirait que ça m'a un peu refroidi parce que je trouvais ça vraiment cool que c'était un dédoublement de points ou quelque chose. Ça, j'aimais ça. Puis aussi, le visuel, des fois, tu sais, quand voyons, comment je faisais ça? Les plans proches étaient super. Mais loin, quand elle sautait sur des plateformes. Ah ouais, ça, je suis d'accord avec toi, par exemple. Ouais. Ouf, ça n'arrachait un petit peu. Mais ça a commencé le downfall du CGI de Marvel, je pense, dans cette série-là, sur la longue distance. Ouais, t'as raison. C'est ça. Sur le côté loin, là, ça n'arrachait un petit peu. Je rejoins Maxime, par exemple, sur l'importance de la famille dans cette série-là. Là-dessus, c'est mon gros point positif, par exemple. Mais gros impact qu'elle pourrait avoir dans Marvel, moi aussi, j'ai un peu de la misère à le voir. Mais on en a parlé un peu dans le premier épisode, mais les Young Avengers s'en viennent là, avec elle, Kate Bishop et tout ça. Là, il va y avoir un projet qui va aboutir un jour. Et les gars, quelle est votre note sur Miss Marvel après tous vos commentaires? Personnellement, moi, ça passe mes flushs, un 6. Un 6? Ouais. Moi, je mets dans un 5.5. Un 5.5. C'est respectable. Ouais. Parfait, ça. Andy, tu as glissé les effets visuels de Miss Marvel. Là, on est dans la chute. Là. Si on regarde la prochaine série, là, on est vraiment dans la chute des effets visuels. On y va avec She-Hulk. 80%. Côté 80% par la critique sur Rotten Tomatoes, déjà, je me demande s'ils ont vu la même chose que nous. Ou côté 33% par l'audience. Je rejoins l'audience et je trouve même qu'ils sont gentils envers She-Hulk. Déjà là, quand tu ramènes She-Hulk, tu t'attends quand même de quoi oui, drôle, certes, mais de quoi de sérieux en même temps. L'affaire twerky avec Megan Thee Stallion, on s'entend-tu de ça n'apporte absolument rien. Ça n'apporte absolument rien. De deux, ça n'a aucun rapport. Et de trois, c'est même pas drôle, c'est malaisant. Ouais, c'est déjà là. Ça apporte là. Oh my God. Ça apporte rien au personnage. Et les effets visuels sont affreux. J'ai l'impression de regarder un film des débuts des années 2000 quand je vois She-Hulk arriver. Pour de A à Z, c'est la pire série du MCU, de loin d'ailleurs. C'est le pire projet du MCU. Le pire projet aussi du MCU. Pour vrai, c'était affreux de A à Z. Je peux même déjà donner ma note si vous voulez là, pour qu'on passe vite cette projet-là. Je donne un gros 2 sur 10. Mais tu sais, l'effet visuel aussi est complètement dégueulasse. Là. Voilà. L'effet visuel est affreux. L'histoire est comme... Tu sais, il manque de quoi partout. Tu vas, mettons, là, sur tous les aspects, mettons, tu mets un tableau là, avec tout ce qu'il y a dans la série, il manque de quoi dans n'importe quoi. Ça va pas assez profond dans l'histoire, ça va pas assez profond dans les personnages, l'effet visuel est dégueu. L'amour avec elle puis Daredevil, moi, j'aime vraiment pas ça. Daredevil qui est un personnage réservé, timide. Là, tout d'un coup, dans cette série-là, c'est un gars phoné qui
qui couche le premier soir. J'ai de la misère avec ça. Puis, c'est ça. Cette série-là, je l'ai vraiment pas aimée. Ben, j'ajoute rapidement, là, mais le seul point positif que j'ai trouvé à cette série-là, en fait, j'en ai trouvé deux. Les deux points positifs, c'est le fait que Wong est dans la série. Oui. Il ajoute un élément comédie qui est constant dans tout ce qu'il entreprend, puis qui réussit toujours à atterrir à la bonne place. Même au début, j'étais content de voir Emile Blonsky, puis finalement, j'ai pas aimé comment il l'a emmené du tout dans la série. Puis l'apparition de Daredevil et l'introduction du fils de Hulk, d'ailleurs, qui va être important pour la suite, mais qui a été amené sur un coin de table. Voici mon fils, ça finit comme ça, genre. C'est tellement décevant. Si je fais vraiment un survol rapide des points négatifs que j'ai écrits, parce que j'en ai écrit une tonne, j'ai écrit essaie d'être méta un peu à la Scream. Je ne sais pas si vous écoutez les films d'horreur, mais les films Scream essaient toujours commenter le genre de l'horreur en général dans leurs films. Elles, on dirait qu'ils ont essayé de faire ça en faisant des plans où elle parlait à la caméra, en dernier épisode où elle sort, puis quand ça va directement parler avec les gens qui travaillent chez Marvel. C'était tellement mal fait, c'était tellement désagréable. Ça, ce que ça fait, c'est que ça amène que toute l'intrigue qu'il y a dans l'histoire, parce qu'il y avait une intrigue à un certain moment quand elle se ramène un gars à la maison, puis que là, il vole son identité avec son sel, puis tout ça, puis là, tu te dis, hey, ça peut peut-être amener à quelque chose, peut-être qu'il va y avoir enfin de quoi, puis que finalement, non, parce qu'elle annule tout ça en allant voir les personnes de Marvel à la fin, puis que toute la série au complet, tout ce qui s'est passé dans la série, n'amène à rien du tout, puis ça, je trouve que c'est complètement aberrant. Je l'ai écouté par principe de l'écouter parce que je ne veux pas manquer aucun projet, mais à chaque fois, j'étais déçu. Ensuite, là, j'avais écrit Megan Thee Stallion, tu l'as taclé. Dans cette série-là, on peut-tu parler aussi du fait que, genre, je vais tacler quelque chose qui va peut-être déranger du monde, mais c'est féministe, mais déplacé. C'est féministe. Tous les gars sont des trous de cul, tous les gars sont des machos. À toutes les fois qu'elle fait une rencontre avec un gars, mettons, parce que là, à un moment donné, il y a un épisode où elle fait du Tinder, évidemment, parce qu'on est en 2023 et tout le monde va sur Tinder, c'est drôle. Bon, ben, genre, non, c'est pas drôle. Puis, dans le fond, tous les gars qu'elle rencontre, c'est tous genre des caves. Genre, c'est vraiment tous des caves, comme si tous les gars qui étaient célibataires dans la vie, c'était des colons. Genre, ça me dérange, ça, moi, personnellement. Mais tu vois, moi, je pense l'aspect Tinder, juste amener une petite nuance, de quoi l'aspect Tinder, c'était pour démontrer c'était quoi être, mettons, Hulk ou She-Hulk dans la vie de tous les jours. Moi, c'est le même que je le vois, mais à part ça, tu vois, l'affaire des gars, c'est des trous de cul, ça, j'avoue que c'est un petit peu poussé. Ça m'a un peu tanné, là. Puis, tu sais, c'est même pas une question genre de ben c'est anti-masculin, c'est pas ça. C'est juste que, tu sais, de la manière que ça a été amené, j'étais comme, à toutes les fois qu'elle voyait un gars, j'étais comme, bon, quel stéréotype il va avoir, genre. Tu sais, c'était pas drôle, genre, c'est ça l'affaire, c'est que ça essayait d'être drôle, mais ça l'était pas. C'est ça, c'était de l'humour. J'ai tellement de la misère avec ça. Tellement de la misère avec ça. Fait que les gars, quelles sont vos notes sur She-Hulk? Moi, je l'ai déjà dit, moi, j'y vais avec un solide 2 sur 10. Ouais. Moi, c'est un 2, mais je vais mettre un 2.5 à cause c'est l'arrivée de Daredevil. Mais à la limite, là, j'ai plus aimé la mini-série I Am Groot, là, d'une minute par épisode. Là. Il y a comme 5 épisodes. Là. À la limite, j'ai plus aimé ça que She-Hulk. Ça donne une idée. Là. Moi, personnellement, j'avais prénoté un 2 sur 10 aussi, puis je vais rester là-dessus parce que c'est ça. C'était, excusez l'expression, c'est de la merde. C'est ça. C'est un projet tu as dit un solide 2 sur 10, moi, je vais dire un très mou 2 sur 10. Non, moi, c'est solide dans le sens que ça peut pas aller plus haut que ça. Ouais. C'est la plus grosse limite. C'est à cause de Daredevil que la note a monté. Voilà. Daredevil qu'on voit vraiment pas souvent. Mais je l'ai pas aimé Daredevil, mais au moins il est là. Ouais. Au moins il est là. Il commence à faire ses apparitions. Maintenant, les gars, on va se lancer dans le seul film qu'on a mis dans les séries avec Black Widow. Il y a un score de la critique à 79% et un score d'audience de 91%. Vous avez pensé quoi de Black Widow? Parce que là, je peux-tu commencer? Vu que moi, personnellement, je l'ai écouté vraiment au rapide, tout simplement parce que j'avais pas d'intérêt à écouter ce film-là, considérant que le personnage venait de mourir dans le film précédent. Je comprends que ça a introduit des personnages importants, fait que je l'ai noté comme un point positif, même si je n'ai pas vraiment vu le film, de Red Guardian puis de Yelena, qui sont des personnages super importants. Puis Yelena, je l'adore, je l'ai adoré dans Hawkeye.
Mais pour moi, j'avais pas d'intérêt à écouter ce film-là juste par principe que c'est ça, le personnage venait de mourir dans Endgame. Fait que je savais qu'elle allait pas mourir dans le film, puis qu'il y avait comme pas nécessairement d'intrigue en soi. Mais tu sais, ça c'est vraiment personnel à moi. Je sais que j'ai des gens que je connais qui l'ont écouté, qui l'ont adoré. J'ai d'autres qui l'ont moins aimé, mais moi, c'est mon point là-dessus, puis j'en rajouterai pas, vu que je l'ai pas vu. Tu sais, c'est ça, faut juste une petite parenthèse, c'est ça, là, tu sais, comme là, on a clenché les séries, là, on est comme dans la dernière phase, dernier aspect de la phase 4, qui est on les a appelés les spéciaux, là. Les projets secondaires, genre. Projets secondaires, c'est ça. Mais c'est ça, Black Widow, Max, c'est exactement la même chose. Red Guardian, il est là, Yelena, c'est l'introduction de ces deux personnages-là, sinon c'est sans plus. Encore une fois, les effets spéciaux sont moyens. Moi, Yelena, quand il y a l'explosion, là, j'ai griché les dents, là, je n'ai perdu 2-3, ça n'avait aucun bon sens. J'ai vraiment détesté ça. Par contre, j'ai aimé le fait de voir... voyons comment je peux dire ça. Tu sais, parce qu'on a vu Yelena disparaître avec le blip, ouais. Puis réapparaître. Ouais. Je me trompe pas. Elle réapparaît dans Hawkeye. Ah, c'est dans Hawkeye. Ok, c'est beau. Ok, je me trompe de projet. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais bref, à part Yelena puis Red Guardian, ça n'apporte rien parce que justement, on sait qu'elle va pas mourir. On sait que. On en apprend un plus sur ses origines, par contre, sur sa famille, sur. C'est ça, je sais que les gens ils ont apprécié le film pour ça en général, pour l'origine. À part ça, bof, ça n'apporte rien. Fait que pour ça, les gars, votre note, prenant en considération que Max, ben, il l'a regardé vite. J'ai mis personnellement un point d'interrogation sur 10. Ah, bon. Je ne l'ai pas vu. Ça fait du sens, ça fait du sens. Ouais. Fait que Andy, je vais mettre un 5. Okay. Un 5. Okay. Maintenant, on va se lancer dans un autre projet spécial qu'il y avait eu pour l'Halloween, si je ne me trompe pas. Werewolf by Night, coté 90 par la critique et 89 par l'audience. Les gars, vous avez pensé quoi de Werewolf? Je peux commencer. Vas-y, Max. Parce que moi, grand fan de films d'horreur, personnellement. Werewolf by Night, j'attendais ce projet-là avec impatience, en sachant pertinemment que ça allait rien amener à la suite du MCU parce que les gens en avaient parlé, ils l'avaient dit, que c'est un projet vraiment indépendant, que les personnages ne reviendraient pas. Il y a des grandes. En fait, c'est 99,9% de chances que les personnages ne reviennent pas éventuellement dans Marvel. C'était vraiment un projet hommage, un petit projet pour comme honorer là, les vieux films des années comme 1900, là, c'est ça, 1900, là, comme Wolfman ou Frankenstein, Dracula, tous ces films-là qui étaient en noir et blanc. D'ailleurs, le noir et blanc, c'est ce que j'ai aimé le plus là-dedans, c'est vraiment que c'est amené comme si c'était vieillot à l'ancienne. Ouais. J'ai vraiment apprécié ça. Les personnages principaux, je les ai adorés aussi. J'ai vraiment aimé Jack et Elsa Bloodstone, qui sont deux personnages, selon moi, qui malheureusement auraient leur place dans le MCU, mais qu'on ne reverra pas. Et j'ai aussi aimé la touche que Ted amène. Si vous avez écouté, Ted est la grosse bébite qui, quand il touche quelqu'un, il pogne en feu, il explose. On ne s'attend pas à ça du tout, hein, quand on le voit au départ. On s'attend juste à une bête vraiment méchante. Finalement, c'est le meilleur ami de Jack, puis c'est très drôle. On le savait tous que Jack était le loup-garou. C'est ça l'affaire, c'est que c'était pas amené comme un élément de surprise. C'était voulu qu'on sache que c'était lui. C'était comme pas... C'était pas tiré par les cheveux. C'était pas genre, ils ont essayé de nous le cacher. Puis finalement, surtout qu'au début, au début, on le voit que la caméra est souvent sur lui, disant, on le sait que c'est lui le personnage principal. Ce que j'ai pas aimé, c'est le fait que, je pense, sont 6 chasseurs, si je me souviens bien du compte. Oui, 6 chasseurs. Il y a Ted, oui, ok, ils ont sûrement eu une durée que c'était 1 heure gros max, ça se peut, là. Mais le fait qu'ils n'ont pas réussi à avoir, mettons, chaque point de vue des personnages, ou juste comme varier plus les plans que juste mettre l'emphase sur Jack et Elsa, parce que sur Jack, ça nous dit que c'est le loup-garou dans ce cas-là, c'est lui le personnage principal. C'est la déception que j'ai eue, mais j'ai quand même bien aimé le projet. Dans mon cas, c'est un beau petit film d'Halloween. L'affaire que c'était un hommage aux années 50, je l'avais remarqué, mais pas à ce point-là. Fait que quand j'avais vu que tout le budget avait été mis dans Ted et pas dans Jack, dans ce qui devient un loup-garou, j'étais quand même bien déçu. Mais avec ce que tu dis, c'est sûr que là, ça se rattrape un peu. C'est un projet que j'ai quand même bien aimé. C'était divertissant. C'était le fun à regarder pareil. Toi, Andy, t'as pensé quoi?
Oui, ben, tu peux y aller, Max, tu avais l'air de Je voulais vouloir. juste rajouter le fait que j'ai bien apprécié le fait aussi que c'était très violent comparé aux autres Ouais. projets de MCU. Ça sonne un peu sadique ce que je dis, mais genre, c'est que ça fait différent dans un optique qui était. Tu sais, il y avait c'était très horreur, là. Il y avait des gorges qui se tranchaient, des bras qui tombaient, puis des trucs C'est comme pas ça. un Disney-friendly. Non, pas du tout. Puis ça, moi, ben, j'écoute un projet d'Halloween, je m'attends à ce qu'il y ait quelque chose comme ça. Tu sais, je voulais pas que ça soit une sorcière sur un balai dans les airs. Là, tu sais. Ouais, Là, j'ai un loup-garou qui déchique du monde. C'est ce que je m'attendais à écouter. J'ai mangé mon popcorn en écoutant ça, puis c'était merveilleux. Ouais. Ben, j'ai bien aimé ça, moi aussi, puis j'ai vraiment aimé l'aspect noir et blanc, l'hommage aux années 50, comme tu as dit, Même Max. en bas, là, c'est vraiment 1900 début. Ouais. Ouais. Tu sais, je suis pas un grand fan de films d'horreur, mais ça, j'ai vraiment apprécié ça. Tu sais, puis ce que j'ai aimé, c'est l'humour un peu. C'était comme pas forcé, ça n'était pas vraiment non plus, mais comme ça, il y a des bouts, j'ai trouvé ça drôle. Tu sais, juste quand il dit que le méchant s'appelle Ted, là, Ouais. Ouais. le monstre s'appelle C'est ça. Ted, c'est drôle. Tu sais, il y a des bouts, j'étais comme, c'est drôle, mais c'est-tu drôle? En tout cas. C'est ça. Fait C'est que ça, j'ai associé bien aux aimé. comics aussi beaucoup. J'ai fait des recherches un peu sur le projet, là, puis en gros, là, c'est vraiment là, associé à des comics que moi, j'ai pas lus malheureusement. Mais tu sais, Ted a vraiment un background dans les comics où c'est un chercheur qui a fait un peu à la comme tu as dit tantôt, là, Jekyll et Mr. Hyde, qui se transforme comme ça en faisant des expériences et tout ça. Mais ouais, c'est ça. J'ai bien aimé ça. Ben, tu sais, honnêtement, j'ai aimé ce projet-là. J'avais pas d'énormément d'attentes vu que je suis pas un grand fan de films d'horreur, mais ça, j'ai été agréablement surpris. Et vos notes, les gars, là-dessus, sur Werewolf by Night? Vas-y donc, Max. Un 8.5 personnellement. Très bon moment, feel good. J'ai bien apprécié. Ça aurait quasiment pu être un vrai film du MCU. Tu sais, je voulais que tu y ailles en premier parce que je me demandais si ma note était trop haute, mais moi, je dirais avec un 8. Un 8? OK, Ouais. donc c'est moi qui serais le vilain. Je vais avec un 7.5. Ah, Comme C'est bien bon. un bon divertissement, mais sans plus. Genre, Ouais, ben c'est ça. Non, c'est ça. Exact. J'adore. c'est ça l'étiquette que je mets à Werewolf by Night. Maintenant, les gars, dernier projet qu'on avait sur notre liste, 93% de la critique et 79% de l'audience ont aimé sur Rotten Tomatoes toujours. J'ai bien parlé du spécial Noël des Gardiens de la Galaxie. Andy, je te lance là-dessus. Ouais, moi, j'ai aimé ça. Moi, les gardiens, là, j'en mangerais du matin au soir. C'est probablement mon équipe préférée. Là, je pense que. Pas le Canadien de Montréal? Non, même pas. Il y a comme les gardiens, puis il y a le Canadien. Non, mais honnêtement, c'est du monde que quand tu regardes un gardien, tu le sais que tu vas rire aux éclats, tu le sais que tu vas passer un beau moment. Il y avait du James. Je sais pas si c'est James Gunn qui l'a fait, je pense que oui. Mais c'est ça. Ok, ouais, c'est ça. C'est encore du James Gunn. Il sait ce qu'il fait. Il est parfait pour les gardiens. Puis les gardiens sont parfaits. Puis, tu sais, je le sais que c'est très, très easy-going comme série. Ça apporte rien à part qu'on sait que maintenant que je viens d'oublier son nom, mais Starla et Mantis, son frère et sœur, qui rajoute quelque chose. Là, on a aussi le chien. Cosmo. Cosmo, Ouais. qui est un ajout qui est important vraiment dans l'histoire des Gardiens de la Galaxie, dans les comics, qui est extrêmement important. Puis la toune de Noël au début, honnêtement, je l'écoutais tout le temps des fêtes. C'est même pas une exagération. C'était mon Vive le vent de 2022-2023. Alors, Rick, je te relance. Vas-y, parce que je sais que toi, tu as moins aimé ça. Fait qu'après ça, moi, je vais compléter. J'ai tellement pas aimé ça. Moi, j'ai partie du monde qui... Je sais que c'est un spécial Noël, OK? Je comprends ça. Vous pouvez me voir comme le Grinch dans les commentaires, faites ce que vous voulez. Là. Mais moi, on dit que ça amène à rien. Ça amène tellement à rien. Je trouve tellement que l'humour est forcé. Tu sais, mettons, le fait qu'ils veulent attraper Kevin Bacon. C'est hilarant. C'est hilarant, mais c'est forcé. Comme à chaque fois, Drax, c'est pas le meilleur quotient intellectuel du MCU, là. Mais on dirait qu'ils m'ont tellement rendu plus cave que ce qu'il y est d'habitude. Mantis, qui, pourtant, pour un personnage qui est quand même intelligent, a l'air d'une conne pendant moitié de l'épisode. Tu sais, il faut tout le temps... elle sait pas c'est qui... Bon, pas savoir c'est qui Kevin Bacon, ça fonctionne avec l'histoire vu que c'est pas une terrienne. Mais le fait que
Elle la selle avec la sonnette, qui cogne tout le temps à la porte. Tu sais, des affaires de même, c'est un enfant. Puis on sait que Mantis, habituellement, c'est pas un enfant. Tu sais, c'est quelqu'un qui est capable de gérer. Ouais. Le fait qu'elle en sorcelle Kevin Bacon, ça, à la limite, c'est drôle. Tu sais, on s'en doute qu'il aurait fait le saut sur la planète. Mais j'ai pas aimé ça. J'ai vraiment pas aimé ça. Moi, si ce projet aurait pu comme ne pas prendre jour, ça m'aurait pas dérangé autant que ça. Tu sais, à part savoir que Mantis et Star-Lord sont frères et l'arrivée de Cosmos, qui est le chien, si je me mélange pas, Ouais, Cosmo, exactement. on aurait pu l'avoir dans le film. Ça, on aurait pu le savoir dans le film. C'est un épisode de Noël, c'est le fun. J'ai l'air du Grinch, là. Mais tu sais, moi, j'aime ça avoir des projets qui amènent quelque chose pareil au MCU. Ça n'a rien amené, puis c'était, je vais le dire, c'était cringe. C'était cringe. Mais c'est correct d'avoir ce point de vue-là parce que, tu sais, moi, pas mal, tous les gens qui l'ont écouté dans mon entourage et moi-même, tu sais, moi, je me suis pas. J'ai mis mon cerveau à off, j'ai écouté ça en sachant que ça allait amener pas grand-chose. Puis je me suis dit, ça va être un petit moment feel good. Il y a des tunes, c'est absurde. Tu sais, pourquoi Kevin Bacon? Pourquoi il est là? C'est comme on le sait que Star-Lord, il l'aime beaucoup. Mais genre, le fait qu'il ait accepté de jouer là-dedans, moi, je trouve ça incroyable. Puis, mais le projet de belle morale, je vais juste finir sur une autre oui. outil. Le projet de belle morale, par contre. Ça, je vais le dire, là, mais je te laisse continuer. Puis, tu sais, par bout, honnêtement, malgré le fait que c'était Gardien de la Galaxie, un peu touchant, on peut se le dire franchement. Et Groot qui donne des petits cadeaux à tout le monde, je émotif, moi je trouvais ça mignon. Puis... Groot qui est comme un bodybuilder. Ah oui, il est énorme, il est massif, ça c'est tordant. Ça c'était bon, ça c'était bon. C'est très très drôle. J'ai trouvé hilarant plusieurs choses là-dedans. Il y a aussi des jokes qui n'ont pas landé pour moi, un peu comme dans tous les projets, mais j'ai tellement trouvé drôle le fait que Drax est obsédé par un petit lutin de Noël. Oui. Genre, il veut le ramener avec lui à un point inimaginable. Puis de la manière qu'il en parle, c'est comme si c'était si important. Puis moi, ça, je trouve ça incroyablement drôle et absurde. Le petit truc animé au début où il présente Yondu, un petit retour de Yondu qu'on apprécie beaucoup aussi, un personnage duquel on s'ennuie énormément. Moi, Yondu, c'est un de mes personnages préférés du MCU au complet. Je l'adorais. Fait que je l'ai mis dans mes points négatifs parce que ça nous fait nous ennuyer de lui. Personnellement. J'aime quand même le frère de James Gunn là, qui a pris sa flèche et tout ça, là, qui est comme le chef des Ravengers, que j'adore là, aussi. Là, super bon acteur, super drôle. J'ai l'impression qu'il est rendu un peu un gardien de la galaxie, puis j'ai hâte de le voir dans le prochain film là, qui va sortir sous peu. Puis aussi, j'ai dans mes points négatifs, parce que mes points positifs raccordent à tout ce qu'Andy a dit. Point négatif, c'est pas nécessairement un point négatif, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que sortir un projet comme ça, qui est aussi feel good, qui est aussi doux, le fun, drôle, touchant, joyeux, va amener au fait que le prochain film des Gardiens de la Galaxie va être très, 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 très dark, puis qu'on va probablement en perdre plus qu'on pense. Ouais. Honnêtement. Puis avec les bandes annonces qui viennent de sortir, ça laisse présager que ça va être tout un film. Sincèrement, j'attends ce film-là avec impatience. Alors, les gars. Il n'y a pas mal rien à rajouter là-dessus. Oui, effectivement. Alors, les gars, pour finir ce podcast, vos notes sur le spécial Noël des Gardiens de la Galaxie. Honnêtement. Vas-y. Okay. Honnêtement, tu sais, à chaque fois que toi, Leric puis Maxime vous en parlez, j'ai ri tout le long, même dans vos explications, parce que je repensais à ça. J'ai tellement ri. Ça m'a tellement fait du bien. Puis ma note est, je pense, même moi je la trouve haute, mais je donnerais un 8.5. J'ai aimé plus ça que Werewolf parce que ça m'a extrêmement fait rire, puis ça a fait du bien, puis c'est feel good. Puis... Mais c'est ça, c'est un projet à mettre son cerveau à off, comme Max disait. C'est ça, exact. Oh, ouais. Mais c'est ça, un bon 8.5. Tu sais, personnellement, moi, à la base, j'avais donné un 8.5 aussi, puis je me suis dit que, vu que c'était pas un film, en général, j'allais baisser un peu sa note. Fait que j'y vais vraiment, tu sais, je mets un bon 7.5 bien senti, là. Feel good, là, à 100%. Et boy, ça veut dire que c'est à moi de vraiment jouer le méchant que je vais endosser avec aplomb dans ce projet. Je donne un 5 sur 10. Ben non, mais c'est pas si pire que ça. Je pensais que tu allais être bien pire que ça. Non, j'allais pas donner j'allais pas descendre dans les bas-fonds avec She-Hulk, quand même. Ouais.
Dans les Mais, profondeurs obscures. Ouais, c'est ça, les profondeurs du MCU, là. Exact. Mais, tu sais, moi, 5 sur 10, si tu mets ton cerveau à off, go for it. Faut vraiment pas que tu aies d'attente à ce projet-là. C'est comme, c'est vraiment, on dirait, une version des Gardiens, mais un petit peu plus ridicule. C'est ça qui rend le côté vraiment le fun que j'ai pas vu, parce que je m'attendais à quelque chose. Je m'attendais à un avancement pareil un peu. Ouais. Quand Star-Lord réalise que c'est Kevin Bacon son cadeau de Noël, moi j'ai ri, là. Il est Ouais, ça, tellement c'était drôle. fâché après les autres, là. C'est ça, bref, c'est ça, Ça, c'est c'était drôle. drôle, mais tu sais, c'est quelque chose que j'ai apprécié, mais quand même bien haï aussi. Ouais, je comprends. C'est ce qui donne un 5 sur 10, voilà. Ouais. Et voilà. C'est ça. Moi, je fais partie des gens qui disent s'il n'en faisait pas partie, ça m'aurait pas plus changé. À part peut-être Andy. Andy, je pense qu'il aurait. Ouais. Moi, j'en parlerai encore qu'une demi-heure, je sais pas pourquoi. Donc, sur ce, c'est la fin de l'émission 2 des Boys du cinéma. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à écrire en commentaire vos opinions sur toutes les séries et projets qu'on a parlé. Laissez un pouce bleu et appuyez sur la petite barre rouge en bas. Là, c'est écrit s'abonner. Cliquez là-dessus. Ça va nous aider dans le référencement. N'oubliez pas de partager la vidéo sur tous vos réseaux. Pour vrai, ça nous fait un plaisir de partager nos opinions avec vous. On espère aussi le reverse, donc en gros, que vous partagez vos opinions avec nous. C'était Lorik Salvaire en compagnie de Andy Saucier et de Maxime Cyr. Et on se revoit la prochaine fois. Salut tout le monde. Ciao!